Bienvenue à tous dans le journal de Vue d'ailleurs. Vuedailleurs.com, c'est un site internet qui couvre toutes les rubriques d'un journal. Actualité, santé, internationale, politique, économie sociale et j'en passe. Il y a également une colonne opinion. Alors dans cette séquence, nous allons mettre un coup de projecteur sur quelques articles qui portent sur des sujets variés, mais soulignent de manière variée les tendances à l'œuvre sur la scène internationale et en France. On commence par le chapitre international. C'est véritablement la renaissance d'Israël aux yeux du monde avec cette chronique d'une campagne de vaccination réussie, un article extrêmement intéressant qui revient sur cette campagne de vaccination débutée le 19 décembre dernier et qui a permis de vacciner pas moins de 40% de la population. 40% des Israéliens précisément ont déjà reçu les 2 doses. Ça y est, les collégiens sont retournés à l'école, les salles de sport rouvrent, les piscines, les hôtels et les aéroports recommencent à recevoir des avions. Alors comment s'est organisé ce pays de 9 millions d'habitants? C'est un modèle pour le monde entier. Il y a certainement des leçons en termes d'efficacité, de l'organisation à prendre en compte pour les autres pays. Et puis, on regarde les résultats qui sont cités dans cet article. Une baisse de la mortalité de plus de 50%, une baisse très claire de la contamination. C'est plein d'espoir. On se retrouve dans un instant pour la rubrique consacrée à l'actualité française. L'hélicoptère qui s'est écrasé dimanche dernier dans le Calvados, entraînant la mort d'Olivier Dassault et du pilote, était en parfait état de fonctionner. C'est ce qu'on a appris auprès du parquet de Lisieux. Les vérifications avaient été faites et une défaillance technique ou humaine n'est toutefois pas encore exclue. Il faut que l'enquête suive son cours. L'enquête a lieu en ce moment. En tout cas, Olivier Dassault, à l'image de son grand-père, Marcel Dassault, de son père, Serge Dassault, était passionné d'aviation, pilote professionnel depuis 1975. Il était aussi co-recordman du monde de la vitesse avec Hervé Le Prince Ringuet en 1977, de New York à Paris sur Falcon 50, en 1987 de la Nouvelle-Orléans à Paris sur Falcon 900 et également sur Falcon 900 EX de Paris à Abu Dhabi et de Paris à Singapour. Plusieurs records accumulés. Ingénieur de l'école de l'air, titulaire d'un DEA de mathématiques et d'un doctorat d'informatique de gestion, Olivier Dassault s'est distingué en ajoutant à sa formation scientifique une expérience des métiers de la communication comme producteur de cinéma ou dans son agence de communication. En 1986, Serge Dassault lui avait confié plusieurs missions au sein de la société Dassault, le nommant directeur adjoint d'Europe Falcon Service. Vous savez que le groupe a une division d'aviation d'affaires, puis il a été directeur de la stratégie des avions civils. Président du conseil de surveillance du groupe industriel Marcel Dassault jusqu'en 2017, il était toujours administrateur du groupe. Toute sa vie, il a été un défenseur déterminé de l'aéronautique française. Il a été également, comme homme de presse, président du groupe Valmonde, au sein duquel il a créé le magazine Jour de chasse, une autre de ses passions. Et puis il a été administrateur de la SOC Presse. Parallèlement à sa vie professionnelle, il s'est engagé dans la vie politique. Il était député de l'Oise de 1988 à 1997. Et puis encore depuis 2002, pour finir, artiste dans l'âme, Olivier Dassault était un musicien accompli. Il a même composé l'emblème sonore de l'Assemblée nationale. Photographe renommé, il a publié de nombreux ouvrages de photographie. Olivier Dassault était commandant de réserve de l'armée de l'air et de l'espace, chevalier de la Légion d'honneur, officier dans l'ordre national du mérite et officier de l'ordre des arts et des lettres. Véritablement un homme aux multiples facettes. On se retrouve dans un instant pour une actualité du monde de la santé. Restez avec nous. Sur
le site vuedailleurs.com, vous retrouvez cet article consacré à l'obésité. C'était il y a peu la journée mondiale de l'obésité. Il faut savoir que selon l'OMS, les taux d'obésité ont triplé depuis 1975 chez les enfants et les adolescents. C'est même x5. Un enfant sur 5 pourrait être en surpoids. 800 millions de personnes dans le monde souffrent de cette maladie complexe. Et c'est particulièrement pertinent d'en parler parce que ces personnes sont susceptibles d'avoir des cas graves de Covid-19. Et en plus, c'est un problème qui concerne tous les continents. En Afrique du Sud, par exemple, 1/3 des hommes et 2/3 des femmes sont considérés comme obèses. En France, la maladie touche tout de même 15% de la population. Aux États-Unis, 42%. Voilà des faits, des chiffres que vous retrouvez dans cet article que je vous invite à lire. On se retrouve dans un instant pour un autre article dédié cette fois à l'actualité plus culturelle et sociale. Restez avec nous. Retour dans le journal de Vue d'ailleurs pour la rubrique actualité culturelle et sociale. Et on va aller dans la province française, dans le nord de la France, pour parler d'un sujet assez étonnant, transgenre, puisque nous avons la chance d'être avec la première mère transgenre. Et on va quand même parler politique, il n'y a pas que ça. Madame Marico, bonjour, vous m'entendez bien ? Oui, bonjour, je vous entends très bien. Alors, cela fait maintenant plusieurs mois, près d'un an que vous avez été élu, et il paraît que vous avez reçu des centaines d'appels du monde entier, non pas parce que votre ville était mondialement connue, je rappelle que vous êtes maire de Thilloy-les-Marchiennes, vous allez nous dire, si vous voulez bien, où est-ce que ça se situe en France, mais c'est vrai que votre statut de transgenre a énormément intéressé le monde entier. Vous pouvez nous raconter tout ça ? Oui, alors donc Thilloy-les-Marchiennes, c'est un petit village des Hauts-de-France qui se situe entre Douai, Valenciennes et Lille, qui est un petit village de 550 habitants. Oui. Donc, mon élection, oui, elle n'est pas passée inaperçue. Donc, j'étais très sollicité par la presse étrangère parce qu'effectivement, c'était un événement qui semblait un peu extraordinaire, puisque j'ai même été cité dans le Washington Post comme étant l'un des nouveaux événements de 2020. Oui. Donc, c'est assez flatteur. Donc, effectivement, ça a attiré une certaine curiosité bienveillante. Alors, donc, ouais. Cette différence, pour vous, ça a été un combat, c'est une cause. Vous êtes maire, donc j'imagine des causes à défendre, surtout en temps de Covid, vous en avez. Mais ça fait longtemps que vous vouliez être militant ou c'est venu un petit peu comme ça ? Non, je suis pas du tout une personne militante en fait. Je voulais avoir une vie discrète, comme beaucoup de personnalités transgenres. On cherche plutôt à passer inaperçu. Et là, il y avait une opportunité de relancer le village. Il y avait des projets dans le village, donc je me suis présenté, pas du tout sur une étiquette militante, mais plutôt par rapport à des projets qui tournaient autour de l'agriculture et de l'environnement. Donc voilà, donc c'était, je pensais passer assez inaperçu sur cet aspect de ma personnalité. Et puis en fait, non, ça a été dès le lendemain de mon élection. Ça a été remonté dans la presse internationale. Alors c'est vrai que le statut de transgenre est diversement apprécié. On voit régulièrement des cas d'agression, d'irrespect. Donc effectivement, on voit cet intérêt, ce biais au contraire positif, semble-t-il. Est-ce que lors des projets, quand on est maire, on parle de l'assainissement, on parle d'électricité, etc. Est-ce que quelques mois après, vos administrés et puis vos collègues vous en parlent encore ? Non, effectivement, à la campagne, ce qui compte, c'est les projets, c'est les problématiques de terrain, c'est qu'à de le dire, des problèmes liés à l'agriculture, à la voirie. Donc ma personnalité est quelque chose de tout à fait secondaire. Il n'y a pas de sujet de sociétal, il n'y a pas de sujet de discussion comme on en voit sur la presse nationale, voire internationale. À la campagne, les gens sont assez pragmatiques. Il faut faire le boulot, c'est tout. Comme dit le proverbe chinois, peu importe la couleur du chat, du moment qu'il attrape les souris. Et alors, qu'est-ce que vous pensez au-delà des difficultés ? Est-ce qu'aujourd'hui, en 2021, se présenter comme transgenre, et je ne parle pas nécessairement se présenter en politique, ça reste une difficulté ou vous sentez une évolution sur ce thème en France et dans le monde ?
Je peux pas dire qu'il y a une évolution parce que en France, je pense que je suis la seule personne à avoir été élue. Donc c'est difficile d'en faire un cas général. Moi, ça n'a pas été une difficulté particulière, mais c'est vrai que comme je suis apolitique et non militante, ça n'a pas suscité des réactions hostiles. Donc je pense que ça, c'est important. Tant qu'on parle projet, les gens vous écoutent pour le projet. Peut-être que si j'avais été militante, il y aurait peut-être eu un rejet, peut-être. Donc aujourd'hui, c'est difficile d'en faire un cas d'école. Parce que je suis la seule personne élue en France. Bon, aux États-Unis, dans notre pays, il y a des personnes qui ont été élues. Notamment aux États-Unis, il y a une 50aine de personnalités transgenres qui ont été élues à des postes importants, sénateurs, juges fédéral. Mais bon, après, au niveau de la France, je pense que je suis la seule personne. Donc, c'est difficile d'en faire un cas d'école. C'est plutôt atypique. C'est un petit village. C'est apolitique. Donc, difficile d'en tirer un enseignement au niveau national, voire international. Au-delà du village, j'imagine que vous suivez l'évolution en termes législatifs. La nouvelle loi française qui participe de la lutte contre toutes les discriminations susceptibles d'affecter un individu, vous comptez effectivement sur ces arsenals, ces outils législatifs pour que des personnes différentes soient respectées et puissent évoluer là où elles le souhaitent? Moi, je pense que c'est quand même dommage de devoir légiférer sur ces sujets-là. Voilà, là, la loi vient remédier à un problème de société. Normalement, on devrait pouvoir vivre sa vie normalement sans être obligé de protéger par la loi. C'est dommage, quoi. Donc aujourd'hui, il faut en passer par là. Bon, soit. Maintenant, c'est pas la loi qui va changer les mentalités. Les mentalités au niveau d'une société mettent parfois 1 à 2 générations pour évoluer. Donc la loi ne peut que corriger les excès, mais pas éduquer les gens. Et est-ce que ces questions autour de l'identité, il y en a beaucoup en France, hein. Une fois c'est par rapport à la religion, une fois c'est par rapport à l'origine, une fois par rapport à la nationalité, une fois par rapport au sexe. Est-ce que c'est normal que ça prend autant de place ou finalement on se perd dans des débats stériles et comme vous le disiez au préalable, on devrait peut-être se concentrer sur mais alors qu'est-ce qu'on fait ensemble? Quelle action? Parce que des défis on en a. Je ne sais pas quel est votre point de vue là-dessus. Je pense qu'il y a 2 choses qui se conjuguent. La première chose, c'est une évolution sociétale avec la révolution sexuelle dans les années 70 qui n'a pas été jusqu'au bout. Voilà. Donc la problématique du genre restait dans les milieux féministes un petit peu éduqués, un petit peu qui ont beaucoup disserté sur le sujet, mais ça n'a pas dépassé la sphère féministe un peu spécialisée. Donc aujourd'hui, ce débat vient avec 20 à 30 ans de retard sur la notion de genre. Et les stéréotypes. Donc il y a ce premier élément de compréhension. Le deuxième élément de compréhension, c'est que je pense que la société française, la politique française est en train de se polariser entre la droite et la gauche et qu'aujourd'hui le genre devient quelque part une lutte des classes. Le racisme, le genre, le sexisme, tout ça, ça devient un peu un combat politique qui polarise la droite et la gauche. Donc aujourd'hui, on voit bien que la question du genre a été appropriée par la gauche, voire par l'extrême gauche, et en font un sujet de conflit idéologique, ce qui est au final un peu dangereux. Très bien, très bien. Bon, un petit mot pour finir sur votre mairie, sur votre mandat. Par temps de Covid, j'imagine, il y a quelques problèmes à gérer. Là, quelles sont les priorités ? En fait, moi j'ai une difficulté, c'est qu'on a été élu dès le premier tour, le conseil, mais que le maire n'a pas été élu tout de suite. Donc j'ai dû attendre 3 mois pour être investi de ma fonction de maire. Donc on est resté un peu en roue libre. Donc ça s'est fait fin mai, début juin. Et après on fait partie d'une intercommunalité. Donc ça veut dire que beaucoup de décisions sont collégiales. J'ai dû attendre les élections des autres communes. Donc ça a laissé un flou en termes d'action qu'il a fallu gérer avec des acteurs qui me disaient on vous répond pas, vous n'êtes pas maire. Voilà, donc c'était un peu compliqué. Donc il a fallu gérer la production de masques tissus avec des volontaires dans le village, mettre en place une solidarité communale avec une page web où les gens pouvaient mettre des annonces à caractère solidaire. Donc on a dû mettre en place un petit peu dans l'improvisation. Il a fallu ouvrir l'école, puisque l'ancienne municipalité n'avait pas voulu ouvrir l'école. Donc très rapidement, on a ouvert l'école dans les conditions sanitaires idéales. Voilà, donc il a fallu prendre le train en marche, en fait. Il a fallu sauter dans le train en marche, sachant qu'en plus,
les dotations de l'État n'arrivaient pas, donc la commune était aussi en difficulté au niveau des paiements. Donc fallait acheter des fournitures, du désinfectant, alors que les caisses étaient vides. Donc c'était très compliqué à gérer. Donc on a commencé à sortir la tête de l'eau à partir du mois de novembre-décembre. Très bien. On le voit, hein, qu'on soit monsieur le maire ou madame la maire, les défis sont importants et on a besoin de responsables proactifs qui effectivement ont envie d'aider, de mettre en valeur la solidarité. Bravo pour ce que vous faites donc dans votre commune. Bon courage. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de ce journal de vue d'ailleurs. Merci de nous avoir suivis. Très bonne semaine, très bon week-end. Au revoir. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Entreprise et Innovation, votre rendez-vous innovation, développement économique et enjeux du digital sur TV Finance. Tous les jours, TV Finance met en lumière une société, un projet, des hommes et des femmes qui font l'entreprise d'aujourd'hui et de demain dans un monde en perpétuelle évolution. Pour y participer, contactez-nous sur tvfinance.fr.